Merci d'être sur le programme de 45. L'actualité et l'économie sénégalaise reprendra des couleurs cette année grâce au début d'exploitation du pétrole et du gaz à travers la mission du Fonds monétaire international au Sénégal. L'institution de Bretton Woods annonce également l'événement d'un programme financier. Le programme comprendra trois axes majeurs: l'amélioration de la gouvernance, le renforcement de la résilience des finances publiques et l'amélioration de la résilience socio-économique. Pénurie d'eau à Touba, le ministre de l'eau vole au secours des populations. Serigne Mbaye Thiam rassure, la situation reviendra à la normale au plus tard demain, mercredi. Une situation qui serait due à la panne de 5 forages et des habitants. 10 camions citernes ont été déployés. Comme chaque mardi, la reine l'entrepreneur doit étudiante la commercialisation d'activoirs, voiles, chapelets, tapis de prière et les causes tout dans sa nouvelle un programme environnemental et climatique, une recommandation de la coalition de recommandations issues par résultats d'études sur les enjeux d'éducation et développement durable en Afrique. L'atelier a pour objectif de faire comprendre les enjeux de l'éducation à l'environnement et au développement durable à partir des exemples du Togo et du Sénégal. L'étude a relevé la problématique des changements qui également le secteur de l'éducation et la température. Compte tenu également, nous avons interrogé pour la plupart, ne sont pas souvent très bien informés des initiatives. Malgré donc ce déficit d'information, il y a des initiatives des enseignants et les élèves qui le plus souvent aussi montrent beaucoup d'intérêt sur la question. Pour que l'éducation environnementale soit une réalité au Sénégal, les enseignants demandent son insertion dans le programme scolaire. D'une manière générale, les enseignants recommandent que l'éducation environnementale soit considérée comme une discipline. C'est une discipline qui est souvent un peu négligée, qui n'est pas évaluée lors donc, des compositions. Ça donne un peu de... C'est pas encourageant pour les élèves. Il faudrait que la discipline soit évaluée à l'examen, que la discipline soit évaluée beaucoup. Donc, les enseignants donc, demandent également que ça soit pris en compte dans la réforme des curriculums pour donner donc des moyens significatifs pour la prise en charge. Les enseignants veulent aussi que dans le cadre de la formation, qu'ils soient pris en compte, soient bien formés pour que l'éducation environnementale, les véritables changements commencent donc par... Un travail que ces enseignants ont déjà commencé au sein des établissements scolaires pour impliquer les élèves. Pour les gouvernements scolaires, on a constaté que tous les gouvernements scolaires, il y a un ministère chargé de l'environnement. C'est devenu aujourd'hui une réalité à travers leurs activités, donc avec l'accompagnement des enseignants et des professeurs. Donc, ils mènent des activités de reboisement, des activités donc, de nettoyage. Et il y a des sorties pédagogiques aussi qui sont organisées par les enseignants. Il y a en même temps des séances de jeûne en herbe pour évaluer un peu les connaissances des élèves par rapport à la compréhension. Les enseignants aussi n'excluent pas aussi d'inviter des personnes ressources pour traiter de la question. Pour régler les problématiques des changements climatiques, les enseignants
Les élèves et les organisations de la société civile se donnent la main. Face à la puissance de l'adversaire, ils demandent un soutien de l'État. Adjana a également été une occasion à causer de revenir sur les attentes en charge de leur Bon, ce que ça apporte de plus la représentation, il a été l'État de négocier avec plusieurs dizaines de syndicats. Maintenant, je pense qu'on est à 7. Cette deuxième session d'élection a permis quand même de voir qu'il y a un dynamisme, une diversification des voix, mais aussi une vitalité des voix, parce que nous avons noté le départ d'un syndicat, c'est-à-dire le self authentique que nous encourageons, mais également il y a l'arrivée du système authentique, qui est arrivé maintenant dans le champ des syndicats représentatifs qui vont représenter les syndicats d'enseignants. Nous disons qu'il nous faut quand même une évaluation du processus qui nous permettra de dire pourquoi ce taux a été plus faible. Parce que nous avions dit que, puisque c'est une élection d'un vote électronique, il serait plus facile aux participants, aux acteurs quand même de protéger. Maintenant, pourquoi ce taux, on n'est pas arrivé à un taux encore meilleur? Nous, c'est une évaluation qui va nous permettre de dire est-ce qu'il y a quelque chose qui a participé à bloquer le processus ou bien qui a désencouragé la participation. Et l'autre chose qu'il faudrait également évaluer, c'est la participation, la représentativité de ces syndicats-là durant leur précédent mandat. Et espérer que là où on va maintenant, ce qui est devant nous, on ira vers une meilleure représentation parce qu'on a mis à jour le processus, on a mis à jour le dispositif de représentation. Donc, pour nous, il doit s'en suivre quand même une meilleure représentation de la cause enseignante et pour cause aller vers une école de qualité. Ça que nous recherchons à travers ces élections, aller vers une école inclusive de qualité et une offre éducative bien équitable et bien à jour, bien quand même résiliente pour faire face aux crises que nous avons vécues récemment avec pétrole et du gaz, une baisse de l'inflation à la fin de l'année, une dette à 75% du PIB. Ce sont les projections du FMI, le Fonds monétaire international pour le Sénégal sur l'année 2023. Le Fonds monétaire international également lancé très prochainement avec un programme économique. En visite préparatoire au Sénégal depuis quelques jours, le chef de la délégation du FMI indique avoir échangé avec les autorités pour le financement de nouveaux programmes économiques et financiers. En attendant ces négociations, dont le démarrage est annoncé à la mi-avril à Washington, Gemayel Edouard a tenu à faire une analyse introspective de l'économie sénégalaise. Un ralentissement a été noté l'année dernière, a-t-il révélé, impactant le taux de croissance initialement prévu. Initialement, on estimait la croissance pour 2022 à 4,8. Cependant, ça à cause du secteur agricole et du secteur de l'industrie qui plus, on a révisé cette croissance à peu près 4. En ce qui concerne l'inflation moyenne de 2022, on l'estime à 9,7%, le plus haut niveau depuis plusieurs décennies. S'agissant de la dette publique du Sénégal, celle-ci s'élève à 75% du PIB, un taux relativement élevé mais soutenable, avec des risques modérés, a-t-il rassuré. Une dette soutenable, la dette du Sénégal, elle est à risque modéré si on fait une analyse de la viabilité de la dette, ce qui est bien. Comme vous savez, il y a les risques au niveau, on fait une analyse de la viabilité de la dette, c'est à risque pas modéré, élevé ou non soutenable. Donc on est vraiment dans la bonne catégorie, le Sénégal est vraiment dans la bonne catégorie, c'est un risque modéré. Mais comme monsieur l'a dit, la marge de manœuvre, elle a été épuisée à cause des déficits des 3 dernières années. Et pour 2023, un retour de la croissance est attendu grâce à l'exploitation des hydrocarbures en fin d'année. Les perspectives à moyen terme restent favorables et devraient bénéficier à la fois du démarrage de la production pétrolière et de gaz à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Si la production pétrolière et gazière aura lieu
à la fin de 2023, comme prévu, on estime la croissance aux alentours de 8%. Cependant, le représentant de l'institution financière internationale appelle à la vigilance en invitant l'État du Sénégal à améliorer ses recettes fiscales et rationaliser ses dépenses publiques. Quant à l'année électorale sur laquelle s'achemine le Sénégal, le FMI ne s'inquiète pas outre mesure, comme la crise bancaire actuellement aux États-Unis, qui n'a aucun risque d'impact pour la plupart des pays de l'Afrique, rassure l'institution. Amadou Barry, le FMI n'inquiète pas juste pour notre pays en l'année électorale avec la présidentielle de 2024 selon l'Institut G. Le seul point qu'on a fait au niveau pas de soucis. On a des programmes avec plein de pays qui ont des élections dans 2 mois. Et la question, c'est de préparer que les finances que la politique territorialisation politique prévue par l'opposition dans les 46 départements du pays. La famille abbatiale de Louga lance un appel à la paix selon son porte-parole. Le combat sera dans les urnes. Micro. xeex bi nga xam ni moom la ñuy xeexloo xale yi dañ koo jël muy ay violence ba pare ñu ne l'islam islamisé. Cet appel à la résistance composé de violences est islamisé par l'opposition. Si elle veut mobiliser la jeunesse, elle leur dit que c'est l'État qui a détourné l'argent du contribuable. Donc vous avez droit à la révolution. Et c'est le prophète qui dit, si on vous tue en protégeant vos biens, vous allez directement au paradis. Et l'argent qu'utilise l'État est l'argent du contribuable. Bien sûr que c'est vrai, mais l'État n'est pas une personne physique. Et c'est l'État qui contrôle et qui protège l'argent du contribuable. Et le Coran nous enseigne que si 2 individus se confrontent, il faut une négociation. Même si nous avons un président qui ne respecte pas les lois et les règlements, il faut qu'on le respecte. La population doit l'aider. Et comment? Il faut juste attendre les élections pour voter contre lui. Le système de lutte que nous impose l'opposition n'est pas le meilleur. Ces attaques contre l'État ne peuvent pas le déstabiliser. Si on brûle des pneus, détruit des biens publics, dans ce cas, l'opposition pense qu'elle a gagné, mais c'est la population qui en pâtit. Même si c'était des biens de l'État qui sont détruits, c'est pas une victoire. Parce que demain, si l'opposition accède au pouvoir, ça serait une perte pour elle. maanaam lépp alal état lañ taal bu boobaa kon ñoom liñ doon wax gëmuñu ko réew mi nga xam si moom lañ bëgg a yore fekkee ni li réew mi am alal yëpp taal nga ko ni man damaa bëgg a gouverner réew mi loolu ba tey njuumte la. Et hier, dans nos éditions, nous parlions d'une pénurie d'eau à Touba. Eh bien, le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est rendu pour situation sont en panne. Les populations, le problème, demain, 10 camions citernes et les explications. L'eau des robinets ne coule plus dans certains quartiers de Touba, d'où la visite du ministre de l'eau et de l'assainissement dans la capitale du mouridisme pour s'enquérir de la situation actuelle des forages. Serigne Mbaye Thiam annonce que parmi les 34 forages installés à Touba, 5 sont tombés en panne. Sur un parc de 34 forages. La panne de ces 5 forages a impacté un certain nombre de quartiers. Il s'y ajoute qu'au même moment où les forages étaient en panne, nous avons eu la malchance de noter la panne du camion grue qui aide à relever les pompes des forages et à les réparer. Mais dès que cette situation s'est présentée, le gouvernement, à travers l'OFOR, a pris un certain nombre de mesures. Ainsi, le ministre de l'eau et de l'assainissement soutient que des dispositions sont prises pour soulager les quartiers touchés par le manque d'eau. Dans un premier temps, on avait déployé 5 camions citernes. Et lorsque les difficultés sont intensifiées,
remarqué que les populations souffraient beaucoup de ce manque d'eau, nous avons décidé depuis hier nuit de rajouter 5 autres camions, ce qui fera un total de 10 camions citernes qui pourront se positionner au niveau des quartiers qui manquent d'eau en attendant que les pompes soient réparées. Serigne Mbaye Thiam d'ajouter que des solutions durables sont aussi prévues pour résoudre définitivement les problèmes de l'approvisionnement en eau potable dans la cité sainte. Au-delà de ça, j'ai demandé aux équipes de l'OFOR d'étudier la faisabilité d'une solarisation partielle totale des forages dans un schéma hybride, énergie électrique venant de panneaux solaires, mais énergie électrique venant aussi de la Sénélec. À Touba, certains quartiers peinent à trouver le liquide précieux en cette période de chaleur, une situation qui n'est pas du tout du goût de certaines populations. Il y a le ministère prend les devants, il a initié de ces véhicules et les Dans le cadre du déploiement d'une voiture électrique au Sénégal, le ministre de l'apprentissage et de l'insertion avec ses partenaires a lancé une formation des formateurs en maintenance. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième la formation de maintenance électrique. Et nous sommes très heureux ici au centre sectoriel d'accueillir cette qui va mobiliser 17 formateurs et qui proviennent de 8 centres de formation à travers tout le site. Le but du jeu, c'est en fait organiser une formation des formateurs sur la maintenance de ces véhicules électriques et que ces formateurs, à leur tour, puissent démultiplier cette formation auprès des jeunes apprenants. Les véhicules électriques présentent des avantages économiques et réduisent la pollution. Les voitures sont responsables de 50-75% de la pollution de l'air à Dakar, qui affecte beaucoup la population. Après, il y a aussi le changement climatique au niveau global, qui cause de l'érosion, par exemple, sur les côtes, qu'on voit à Bargny, par exemple. Donc, ouais, il y a des gros impacts positifs grâce aux véhicules électriques au niveau public, pollution de l'air pour les citoyens. Et pour les individus, les voitures électriques par rapport aux voitures thermiques, elles ont des économies de 40 à 60% de coûts sur les coûts de maintenance. Donc ça coûte 40 à 60% de moins d'avoir un véhicule électrique qu'une voiture thermique. Et au niveau du fuel et de l'énergie, les économies sont environ 70%. Ce programme est possible grâce à l'appui de l'ambassade des Pays-Bas et du concessionnaire EMG. Banlieue comme le premier forum économique dimanche dernier à Guédiawaye, booster l'innovation et l'utilisation du numérique, l'écosystème entrepreneurial en banlieue, thème des médias. Elle est venue participer au premier forum économique en banlieue. Sérigraphie, infographie, informatique et robotique, modélisation et imprimante 3D, gravure avec le découpe laser et tout. Nous sommes là aujourd'hui pour le présenter à la population. Et voilà, et pour participer aussi au forum. Booster l'innovation et l'utilisation du numérique dans l'écosystème entrepreneurial en banlieue, c'est le thème du forum de cette année. Une opportunité pour les entreprises. Quelques années avant, on voyait des femmes qui faisaient des petits commerces. Et ça, ce sont nos femmes. C'était donc nos grands-mères, nos mamans qui, dans les petits coins de la rue, faisaient donc. Aujourd'hui, avec l'apport du numérique, vous voyez maintenant des jeunes filles qui, dans leur cuisine, même dans leur chambre, font du petit commerce. Ça se dit que vraiment, aujourd'hui, le numérique est au cœur du développement, n'est-ce pas, local. Maintenant, comme vous le savez, souvent, on voit des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour prendre des magasins pour vraiment avoir un espace pour stocker leur bagage.
avec le numérique, on n'a plus besoin d'avoir un grand magasin, d'être chez vous, de faire maintenant. Ceci dit que ce forum est l'occasion vraiment pour les jeunes d'exploiter, n'est-ce pas, pleinement les opportunités qui s'offrent grâce au numérique. Malal Almamitala, venu participer à ce forum économique, a salué l'initiative. C'est une initiative très très importante parce que la banlieue regorge énormément d'entrepreneurs. Mais ces entrepreneurs, effectivement, n'ont pas accès à un certain nombre d'informations, ce qui fait qu'en fait, leurs initiatives échouent. Échouent, ce n'est pas parce qu'en fait, ils ne sont pas ambitieux ou quoi, mais c'est parce qu'effectivement, ils ne sont pas assez outillés. Et il est important que des initiatives de la sorte aient lieu pour permettre effectivement à ces jeunes d'avoir accès à l'information. Ce forum économique de la banlieue est organisé par l'association Ñun Jigéen en partenariat avec Ten Startup et le consortium Jeunesse Sénégal. Réalisation de 2 pistes de production dans les régions de Kaolack et Fatick du programme d'urgence de modernisation des actes et territoires frontaliers investis. Les investissements devront, selon relancer l'économie de ces régions. Le lancement des travaux a eu lieu à Kaolack. Le ministre des Nations. C'est plus d'1 milliard de francs CFA que le gouvernement a investi dans la réalisation de 2 pistes dans la région de Kaolack et de Fatick. Selon le ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoire, au-delà du désenclavement, ces pistes vont booster le développement de ces locaux. À ce niveau, nous avons lancé d'importantes travaux. C'est la piste qui touche 3 communes, à savoir la commune de Nioro Alassane Tall, la commune de Touba Toubacouta et la commune de Saloum Diané. C'est une piste de 26 km, qui traverse presque 8 villages et qui polarise en même temps 8 autres. Ça fait 16 villages impactés. Ce qui est important à ce niveau, ce n'est pas seulement le désenclavement, c'est un aspect fondamental, un aspect important dans ce que nous faisons, parce que ça permet la mobilité des personnes. Mais c'est en même temps aussi une de production facilitée en zone agricole. Le maire de cette zone, ne pas dire l'honorable député de Toubacouta, dans le cadre de son discours, l'a rappelé. Il a appris que comme quoi que la zone, l'arrondissement de Toubacouta est le grenier de la région de Fatick. Donc, permettre aujourd'hui à cette zone d'être désenclavée par une piste, on peut s'en féliciter et dire que c'est en plus une piste de production qui participera effectivement à améliorer les activités agricoles dans cette zone, surtout les activités hivernales. Au-delà de ça, comme vous l'avez constaté également, nous sommes au niveau du département de Nioro, particulièrement au niveau de la commune de Keur-Mbaba-Diakhou, lancer la piste qui relie Keur-Mbaba-Diakhou à Porokhan. Parce que là aussi, ça a été une ancienne doléance de la part des populations. Et sur instruction du président de la République, comme nous le faisons partout, on a lancé cette piste d'un linéaire de 15 km qui va traverser environ 6 villages et en même temps polariser 4 autres, en tout et pour 10 villages qui seront impactés. Les élus locaux apprécient. Lancer la piste Nioro Alassane Toubacouta, Nioro Alassane Tall, Saloum Diané. Nous le devons à votre ministère, nous le devons au coordonnateur de Puma, nous le devons à notre excellence, le président Macky Sall. Je vous dis que la population de Keur peut se rendre au magasin pour, avec des marchandises, doivent liquider. Il peut faire 3 heures. Aujourd'hui, en venant avec ma on roulait de manière et même pas 20 minutes, on est là. Encore. Merci beaucoup de programme. Et nous ne cessons jamais aussi de remercier le coordinateur national pour l'accompagnement pour notre commune. Selon le ministre du Développement communautaire, rien que dans le département de Nioro, le Puma a investi plus
de 3 milliards. La rencontre de Maïmouna Ndour, étudiante émanée médecine, à ses heures perdues, commercialise des coffrets cadeaux islamiques et avant d'ouvrir à écouler grâce au tapis des coffrets, Coran ou voile, chapelet et Modestimoun, une boutique de vente de cadeaux islamiques. Un large choix de produits entiers dédiés à l'islam et au monde musulman. Des tapis à étui orthopédiques, des livres pour enfants, des coffrets coraniques personnalisés, des parfums et encens à base de musc, pour permettre aux musulmans de pratiquer sereinement sa religion. Modestimoun est passé de spécialiste de voile chic en ligne à une boutique de cadeaux islamiques. Je gère une boutique de cadeaux islamiques. C'est arrivé tout récemment. D'ailleurs, là, on est en train de faire des rénovations et tout. Comme ce n'est plus que du voile, je vais modifier le nom. Ce n'est plus spécialiste de voile chic. Maintenant, c'est boutique cadeaux islamiques. Je fais de la vente en ligne. Bien vrai, on a une boutique. Le client, parfois, il n'est pas rassuré de passer une commande en ligne. Il y en a qui préfèrent se déplacer et tout. Mais je me suis dit, bon, il faut que j'ouvre une boutique pour pouvoir accueillir les gens. Depuis son jeune âge, l'étudiante en 7e année de médecine générale est passionnée de commerce. C'est en 2019 qu'il lance sa propre marque. Avant, je faisais même des cookies, des gâteaux d'anniversaire que je vendais, etc. Et comme je suis hijabiste, je suis voilée, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je ne vais pas vendre des voiles, puisque moi, j'adore vendre. Après, j'ai voulu diversifier mes produits, élargir les marchandises. Donc, j'ai commencé à proposer des coffrets Coran. C'était juste pour le Ramadan. Après, j'ai vu que même après le Ramadan, les gens appelaient, voulaient commander des coffrets cadeaux, que ce soit pour anniversaire, etc., etc. Donc, je me suis dit, bon, je vais continuer ça durant toute l'année. Sa chance, la plus constante de ses parents, aucune charge, ni eau, ni électricité à payer. Aujourd'hui, elle arrive à subvenir à ses besoins. J'ai de la chance puisque la boutique se trouve chez moi, donc je ne paye pas le loyer, je ne paye pas l'électricité. Ça marche bien, machallah. C'est pourquoi j'ai commencé à diversifier les articles. Maintenant, ce n'est plus que des voiles, il y a des corons, etc. Assez pénible d'allier études en médecine et entrepreneuriat, mais sa passion reste sa principale force. C'est pas vraiment évident puisque le matin, je suis à l'hôpital. Donc l'après-midi, c'est durant l'après-midi que je gère les commandes que le livreur doit amener le lendemain avec les gares. Être étudiant et entreprendre exige beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais Maïmouna Ndour, l'exemple typique de persévérance et de courage, qui prouve que réussir au Sénégal est bien possible. Business qui devrait marcher à quelques jours Ramadan. Fidélité, l'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.